Bien, bonjour. D'abord, merci au président de la PPA nationale et Hauts-de-France pour leur invitation et bravo aux organisateurs, aux permanents de la PPA pour cette organisation. Bon, je vais essayer parce que je sais qu'on est très en retard et puis qu'il y en a qui ont envie de s'en aller. On va parler d'un sujet totalement différent. Jusqu'à maintenant, vous n'en avez parlé que de pollution que je qualifierais de pollution noire. Et puis moi, je vais vous parler un petit peu de pollution verte, celle qui est censée plus plaire. Donc, on m'avait demandé de dire un petit peu finalement, est-ce qu'il y a des capteurs individuels de pollen? Est-ce que c'est possible ou pas? Bon, très rapidement, si on cherche à mesurer les pollens, contrairement à la pollution atmosphérique où on fait partie, disons, de la toxicologie, ici on travaille sur l'immunologie. Ça veut dire que déjà tout le monde ne répond pas de la même façon et que les symptômes principaux sont les allergies respiratoires et entre autres les allergies au pollen qui représentent quand même un pourcentage non négligeable chez les enfants avec des pathologies. Je suis sûr qu'ici, dans la salle, on a au moins 20% d'allergies qui est des problématiques de conjonctivite, de rhinite, de gènes respiratoires, etc. avec malheureusement beaucoup de conséquences secondaires au niveau de l'absentéisme, des troubles du sommeil, etc. Simplement, j'ai remis cette diapo parce qu'elle est de source à PPA, donc je voulais quand même rendre à César ce qui est à César, sur la problématique des pollens, c'est toute l'année, mais avec des polluants différents, si on peut appeler ça des polluants. Hein. La saison des arbres, disons, au printemps, la saison des graminées, deuxième moitié du printemps, début de l'été, et les herbacées, un été. Alors, très rapidement, un petit rappel sur les anciens capteurs. Ça fait à peu près 50 ans qu'il y a des mesures de pollen dans le monde entier. Il y avait des capteurs que je qualifierais de capteurs passifs. D'ailleurs, je suis très étonné. Pendant toute la journée, j'ai entendu parler de capteurs. Certains, sans doute, étaient aspirants à dynamique, et puis les autres, je suppose qu'ils étaient passifs. Mais on a l'impression qu'on compare des choses qui aspirent, d'autres qui n'aspirent pas et tout. Chez nous, c'est vraiment un truc au niveau des pollens. On sait si on utilise un capteur passif ou un capteur dynamique. Donc, il y a des anciennes méthodes par filtration ou des méthodes par dépôt simplement sur une lame. Et puis, on a des capteurs beaucoup plus classiques qui sont ceux qui sont utilisés, disons, aujourd'hui au niveau des réseaux de capteurs avec des méthodes d'analyse qui sont, alors, après tout ce que j'ai entendu ce matin, par contre, là, on est à l'âge de la brouette. Hein. On ne peut pas dire qu'un microscope, ça soit une brouette, mais on reste sur de l'analyse qui est complètement manuelle avec des opérateurs qui sont des opérateurs entraînés pour arriver à discriminer et à compter les pollens. Donc, j'ai essayé d'avancer un peu plus sur certains autres capteurs qui ont un petit peu pour objectif d'aller plus en proximité. Vous voyez qu'on peut utiliser des capteurs comme ce Coriolis pour faire de la proximité. Bon, pas forcément uniquement sur un bateau, mais on peut les utiliser même dans des habitats ou à l'extérieur dans des jardins, etc. Ça reste par rapport aux précédents, qui étaient des capteurs qui aspiraient en continu, donc qui étaient des impacteurs en continu. Et ici, on est sur de l'échantillonnage. Et l'échantillonnage pose un certain nombre de problèmes, étant donné que la libération des pollens n'est pas une libération qui est linéaire de minuit, de 0h du matin à minuit. Il y a la possibilité d'utiliser des capteurs de proximité. C'est des capteurs qu'on a mis au point avec une boîte suisse qui permettent de savoir. Donc on les met on a fait une étude là dans les jardins publics sur Lyon. On les a beaucoup utilisés aussi pour vérifier des méthodes de lutte contre l'ambroisie. Ça permet de savoir ce qui se passe, etc. Et puis, donc, comme c'était le sujet du congrès quand même, est-ce qu'il y a des capteurs individuels? Donc là, j'ai recherché. Moi, j'avais une vieille connaissance. C'est que quand j'étais jeune et que je travaillais à Pasteur à Paris, on avait utilisé des barrettes. J'en ai malheureusement pas retrouvé, sinon je l'aurais bien amené. On se mettait ça devant et on prenait le métro, etc. Donc là, on était sur du capteur totalement passif, parce que le seul dynamique, c'était la vitesse à laquelle on marchait. Et puis, on mettait à l'intérieur une lame de microscope, et puis on analysait, parce que finalement, tous ces capteurs, on essaye d'avoir la partie recueil, et après, la partie analyse. Après, on a utilisé un capteur qui est plus connu au moins pour les gens qui travaillent. Bon, par exemple, il a été développé dans le secteur minier pour pouvoir déterminer les taux de silice que pouvaient respirer les gens. C'est du capteur dynamique, il aspire
avec un volume d'air connu. Et puis, on peut récupérer, par exemple, dans ce modèle-là, on récupérait l'ensemble des particules sur des mousses. Et puis, ces mousses, eh bien, nous, on fait de l'extraction des particules qui sont dedans, de la filtration sur membrane et de l'observation au microscope optique pour savoir est-ce que j'ai des pollens, est-ce que j'ai pas des pollens. L'avantage aussi, c'est qu'on pouvait les faire travailler posés par quelqu'un qui le portait, et toute la journée, ça voulait savoir, permettait de savoir qu'est-ce qu'il a respiré. Voilà, donc de l'aspiration jusqu'à l'analyse. Après, comme on avait un congrès international cette fin d'été, j'ai demandé donc à l'ensemble de la communauté aérobiologie internationale, c'est quand même pas non plus des milliers de personnes, qu'est-ce qu'il y avait. Donc il y a nos amis hollandais, c'est très hollandais d'ailleurs comme modèle, qui ont fait un capteur qui s'appelle le pollen sniffer, qui est un capteur aussi qui aspire, donc c'est un capteur dynamique, et qui, il y a eu une entrée conique, un petit ventilateur, et puis l'air est projeté sur une bande qui est recouverte de vaseline, et après, pareil, malheureusement, c'est du recueil, et il faut après prendre la bande, la monter sur la lamelle, et faire de l'observation au microscope optique. Alors ça, c'est nos collègues allemands à Berlin, c'est une équipe de professeur Bergmann à Berlin qui a mis au point, je ne sais pas si c'est vraiment une grande mise au point, un système qui s'appelle le Pollator. C'est strictement pareil, en fait il y a une bande à l'intérieur et par contre lui, c'est un capteur passif puisqu'il aspire un petit peu d'air, mais à un volume très 0,5 litres par minute. Et il est équipé en plus, à la limite, pour savoir où est-ce qu'il a marché, etc., d'un GPS. Ça permet de savoir où la personne a marché en plus. Voilà. Après, il y a la société Bertin. Et Avance, moi, on a travaillé pas mal avec eux sur les Coriolis. Et là, il y a un prototype. Alors, j'ai pas la sensation qu'aujourd'hui Bertin veuille tout de suite le développer, mais c'est un appareil qui il paraît gros, mais très honnêtement, il fait la taille d'un téléphone portable, mais en 2 fois en épaisseur, et il permet, mais c'est pareil, on va recueillir un échantillon, et cet échantillon, il va falloir l'analyser après. C'est-à-dire qu'on a beau être en capteur dynamique, on a du recueil dynamique, mais on a de l'analyse qui se fait après. Alors, on peut évidemment, l'avantage des Coriolis, c'est qu'on peut faire de la biologie moléculaire, par exemple, ou des analyses ELISA. Alors, voilà, maintenant je vous ai montré que tout ce qui existait en capteur, ça permettait de ne pas avoir d'informations. On pouvait avoir de l'information que trop tard. Donc, on travaille depuis quand même maintenant une dizaine d'années avec un certain nombre de partenaires en Europe sur des capteurs en temps réel. Ah, ça c'est beau. Alors, les capteurs en temps réel, donc pourquoi? Parce que nos méthodes aujourd'hui ne donnent que des données passées. Donc ce qu'on veut absolument, c'est pouvoir améliorer les prévisions pour une meilleure prévention, puisque quel est l'intérêt en réalité de savoir, nous à la limite, la donnée qualitative et quantitative, elle n'a pas un grand intérêt. Ce qui est important, c'est quel est le niveau de risque pour pouvoir faire de la prévention. Et donc, voilà les différents capteurs individuels qu'on a utilisés et qu'on utilise encore dans notre unité de développement. Donc là, vous avez un appareil allemand qui est le BA500 qui fait, lui, du recueil vraiment dynamique, qui projette sur une espèce de petites lamelles d'agar, et après, c'est une caméra CCD, et puis il y a, disons que c'est toutes les informations, c'est de l'analyse d'image. Là, on a le KH3000, qui est un compteur laser qui a été mis au point il y a au moins 15 ans au Japon, et qui est utilisé au Japon pour le Cryptomeria japonica. Bon, nous, on l'a utilisé pendant une petite dizaine d'années, ça permet malheureusement pas d'avoir grande information. Aujourd'hui, l'appareil qui nous a donné le plus d'intérêt, j'en ai entendu parler aujourd'hui un peu, c'est le FIDAS 200, qui lui aussi est un capteur dynamique, puisqu'il aspire avec une tête SLT, et Sigma 2, pardon, et qui a l'avantage d'être un granulomètre.
Alors les granulomètres, classiquement, le FIDAS était équipé plutôt pour aller sur les mesures inférieures à une quinzaine ou une vingtaine de microns. Et là, avec la société ADER, on a développé une adaptation du FIDAS et du logiciel pour faire les particules, les tailles de particules entre 10 et 100 microns. Et ça nous permet d'avoir en temps réel les quantités. Alors ça me donne une quantité de taille de particules. Il est vrai que quand on parle en 20, 30, 35, 40, 45 microns, dans l'air, bien souvent, 80% de ces particules sont plutôt des pollens. Et grâce à la base de données qu'on a, on peut donner une impression de pouvoir faire de la discrimination. Ça reste une impression. Là, c'est un appareil qui est en développement aux États-Unis. Ça fait 4 ans. Il n'a pas encore été livré. Il travaille avec l'analyse d'image. Et puis là, c'est le dernier né, qui est un capteur suisse, le Rapide, qui lui a l'avantage de ne pas faire de l'analyse d'image, mais de travailler avec un laser, etc. Donc voilà le Pollen Sense, qui lui travaille avec un recueil sur une bande et de l'analyse d'image. Et puis, bon, et vous voyez un petit tableau qui est de tous ces... Et vous voyez que je suis tout le temps obligé de mettre à côté quelle est la méthode de recueil et la méthode d'analyse, et qu'en gros, il n'y a que quand on va parler plutôt du FIDAS, du KH3000, du FIDAS et du Rapide, qu'on peut avoir la détection automatique avec une information tout à fait immédiate. Donc, le Rapide, aujourd'hui, on peut savoir, bon, un petit inconvénient, si je reprends très très vite, voilà, ça vaut 150 000 €, ça vaut 10 000, ça vaut 30 000, ça vaut 10 000, et ça vaut 130 000. Vous voyez qu'on est quand même sur des appareils dès qu'on veut faire... voilà. Alors après, il y a beaucoup de gens qui nous disent « mais finalement, ça vous sert à quoi de mesurer ? Il y a de la modélisation, on travaille en partenariat avec des ASQUA qui font de la belle modélisation, par exemple sur l'Ambroisie en Auvergne-Rhône-Alpes, et finalement, avec la modélisation, vous n'avez pas besoin de mesurer. » Bon. Bref, et donc on travaille là, nous, avec des réseaux européens qui font, là c'est Copernicus. Alors Copernicus marche relativement bien en Europe, relativement mal en France, parce qu'au niveau des inventaires d'arbres en France, on est à peu près au niveau du Nigeria. Hein. Donc Total n'a rien à craindre là-dessus. Et je peux vous assurer que ce n'est pas si bon que ça. Et puis on travaille évidemment avec CosmoArt, qui est à mon avis aujourd'hui un des meilleurs modèles de prévision, mais qui fonctionne. Tout cela fonctionne pour un nombre d'arbres extrêmement limité. Et ça, c'est ce que l'on fait avec Atmo Auvergne-Rhône-Alpes pour l'Ambroisie sur l'ensemble de la nouvelle grande région. Alors, avec tout ça, pour finir un peu là-dessus, évidemment, si on veut faire de l'information, disons, en temps réel, c'est l'utilisation des applications smartphone. Alors là, c'est là-dessus, dans notre domaine, je ne vais pas vous dire qu'il y a pléthore d'applications, mais alors il y a des applications très intéressantes comme celle-là parce qu'elle donne une information, elle donne des conseils, etc. Vous avez Météo Pollen qui travaille avec Météo France et CAMS, et donc les données Copernicus, qui malheureusement ne donnent pas des informations de qualité, mais bon, il y a toujours ça qui existe. Moi, ce qui me paraît beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, il y a le côté science participative où les gens peuvent rentrer leurs symptômes et on peut mettre en rapport une éventuelle exposition, mais avec un réel impact sanitaire. Voilà, simplement en conclusion, la mesure individuelle, évidemment, des pollens, et je dis bien ou des moisissures, on ne s'occupe pas évidemment que des pollens, mais toutes les particules biologiques. Ça a un grand intérêt pour déterminer les particules respirées par le patient, affiner et confirmer les diagnostics des médecins, ça c'est ce que veulent les allergos, les pneumos, etc. Et mieux envisager les préventions des médecins. Voilà, donc on va continuer à travailler un peu là-dessus, l'objectif, mais c'est toujours le problème, c'est que les pollens et les moisissures air extérieur ne sont pas des polluants réglementés, donc il n'y a pas d'argent là-dessus. Donc on se débrouille par nous-mêmes. Merci pour votre attention. Merci Monsieur Thibaudeau pour votre présentation. Place aux questions maintenant. Oui. Question un peu par curiosité. Donc, je comprends bien effectivement la microscopie et puis le fait qu'un spécialiste reconnaisse, voit la photo d'un pollen et dit c'est un pollen, mais vous parliez de d'autres méthodes de détection qui ne faisaient pas appel à la reconnaissance d'image. C'est quoi exactement? Oui, alors, comme... j'ai
c'est vrai que comme le temps était un peu... pour le Rapide, qui est celui le plus performant là-dessus, il y a un compteur laser d'abord, qui est à peu près le même que ce qu'il y a sur le FIDAS, qui permet par la partie laser de connaître quelle est la taille et la forme de la particule, donc de la caractériser, de la compter. Et après, il y a de la fluorescence. Ça veut dire qu'on envoie un certain nombre de longueurs d'onde de fluorescence sur la particule, et la particule va en scatterward et en forward donner des niveaux de réponse fluorescente, et on calibre l'appareil avec des pollens. Donc on lui dit, quand tu as ça comme résultat, c'est ce pollen. Donc lui, après, quand il va retrouver dans les trucs qu'il a ce résultat, c'est ce pollen. C'est-à-dire que c'est uniquement, c'est de l'apprentissage, on est obligé de lui apprendre, mais c'est par fluorescence derrière. Une question là-haut. Nice. Mais si j'ai bien compris, c'est pas pour demain qu'on aura des capteurs individuels transportables alors? On peut, oui, qui donne une information en temps réel, non. C'est clair que ça ne peut pas être pour demain. Des capteurs individuels pour faire du recueil et puis pour après analyser et comparer les questionnaires symptômes avec l'exposition, on peut déjà le faire avec des CIP10 par exemple, etc., qui sont des capteurs qui fonctionnent bien. Mais des capteurs individuels qui permettront, c'est impossible parce que ces méthodes de discrimination nécessitant par exemple de la fluorescence, elles ne sont absolument pas abordables, ni même miniaturisables pour être mis au niveau d'un capteur individuel. Même si ces capteurs ne sont pas discriminants en termes de nature de pollen? Alors, très honnêtement, on a essayé au moins 8 capteurs. Donc, il y a le capteur Terra, etc., qui est utilisé par aussi Atmo, Aura, d'autres Asqua et tout. Ces capteurs, bon, ils nous en ont mis un chez nous au-dessus d'un de nos capteurs de pollen. Ces capteurs ne sont pas du tout capables de détecter des particules larges. Au-dessus de 7, 8, 10 microns, ça ne marche plus du tout. Il n'y a plus rien. Et puis très honnêtement, on dit on pourrait développer ça, mais il n'y a pas de marché. Tant qu'il n'y a pas de législation, il n'y a pas de marché. Très bien.